Catherine Larère. Oui, je voudrais dire, c'est très bien de conserver toutes les semences, toutes les graines, etc. C'est ce qu'on appelle de la conservation ex situ, hors du site, hors du lieu. Et ça ne suffit pas. Parce que tout n'est pas dans le gène et tout n'est pas dans le germe. Et que tout conserver en se disant on peut tout détruire par ailleurs, on n'a pas besoin de faire attention par ailleurs. Vous croyez que c'est ça qui préside C'est une... Oui, vous avez vu, ils ont dit on possède toute l'agriculture du monde. C'est intéressant quand même. Peut-être une mauvaise traduction. Non. Et ce qui est important, c'est de conserver sur le site. Et dans la biodiversité, elle est liée à son environnement. Et on a par exemple besoin de quantité d'espèces sauvages pour ce qu'on appelle rénover les cultures intensives qu'il y a par exemple en France, dans le bassin parisien. Et ce n'est pas en faisant des banques de germes qu'on y arrivera. Donc tant mieux. Hein, c'est plutôt mieux que rien, mais ça ne suffit pas. Hervé Le Treut, c'est vous qui parliez de la biodiversité tout à l'heure. Ça ne vous rassure pas non plus Non, ça ne me rassure pas. J'ai exactement les mêmes commentaires par rapport à cela. Je pense que c'est peut-être l'image de la planète future, c'est d'avoir des banques de graines un petit peu partout qui rappelleront ce qu'était le monde autrefois. Je voulais revenir juste sur le débat qui précédait. Moi, je suis scientifique du public. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'assimilation dans le débat, peut-être elle est entre science et capitalisme. Alors moi, je crois que vraiment, on est dans une situation où le retour en arrière, je ne crois pas qu'on puisse revenir à des pratiques, à des cultures. On est 7 milliards, moi je me rappelle qu'on était 3 milliards, on est passé à 3 milliards quand j'étais en CE2, pas si longtemps que ça. Donc on est sur une planète qui est différente. Il faudrait aujourd'hui, pour nourrir l'Afrique de manière cohérente, multiplier par 5 d'ici 2050 la quantité de nourriture disponible en Afrique. En 2050, ils seront 2 milliards voilà. en Afrique. Donc on est dans une situation où je pense qu'on a besoin d'innovation et je crois que le rôle de la science, c'est de faire de l'innovation. Alors ensuite, est-ce que cette innovation qui a très mauvaise presse, je me rends compte petit à petit, enfin, au fil des conférences qu'on peut faire en tant que scientifique, la science, ce qui va avec la science, la technologie, mais je pense qu'il y a quand même une partie des solutions qui viendront d'une certaine imagination et qu'il ne faut pas mélanger ça avec un problème de capitalisme. C'est autre chose, c'est l'intelligence humaine et c'est essayer de chercher des solutions. Et je crois que par rapport aux problèmes auxquels on est confrontés, qui sont probablement les problèmes les plus compliqués que l'on a, essayer de traiter de manière simultanée, justement, le problème de la biodiversité, le problème de la faim, les problèmes de justice sociale, tout ça dans un monde qui s'est restreint, avec une population qui augmente. Donc je crois qu'il va falloir effectivement aussi être intelligent. Et que c'est une des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à poser des problèmes techniques complexes de manière à peu près ordonnée. François Hollande, on l'a vu tout à l'heure en début d'émission, parle du rendez-vous le plus essentiel que la planète se soit jamais donné à elle-même. C'est une bonne phrase. Je me souviens qu'au moment du sommet de Copenhague, Jean-Louis Borloo, à ce moment-là, parlait du rendez-vous le plus important que l'humanité s'était jamais donné à elle-même. Et dans 5 ans, vous verrez. Et c'est un peu inquiétant parce qu'à la fois la phrase est très bonne, elle nous parle bien à l'imagination, et en même temps, quand on en sort après, on se dit, mais attendez, si c'était ça, le rendez-vous le plus important que l'humanité se soit jamais donné à elle-même, et si ça n'a pas donné davantage que ça peut encourager tous les éco-terrorismes du monde. De toute façon, ce sera qu'un début. On sera obligé, si on veut tenir les objectifs qui sont ceux qui sont affichés, non seulement de prendre des mesures et des engagements et faire des vœux sur le futur dès maintenant, mais les renouveler effectivement de manière approfondie tous les ans ou tous les 5 ans jusqu'à la fin du siècle. C'est un processus qui ne peut que commencer. Jean Stone. Oui, moi, je vais revenir sur ce qu'a dit très important Christine Bénard sur le rôle des entreprises dans les solutions, puisqu'on parle des solutions. Effectivement, d'abord une parenthèse, quand on écoute Paul Ariès nous faire sa grande apologie des classes populaires, il a en partie raison, mais on disait que le marxisme, c'était des idées chrétiennes devenues folles. Eh bien, je pense que les idées de la décroissance et de l'écologie négative, c'est aussi des idées chrétiennes devenues folles, c'est-à-dire le sacrifice et le salut par les classes populaires. Vous voyez, bon. Donc maintenant, pour la solution, les vraies solutions, on ne peut pas se passer des entreprises, et c'est évident, parce que les entreprises jouent un rôle absolument central sur la planète. Et quand on demande aux
gens de l'écologie positive, les McDonald's, les Gunther Pauli, comment vous pouvez travailler avec eux? Eux, c'est le grand capital, c'est les gens... Eh bien, ils répondent à ces écologistes, mais comment vous pouvez ne pas travailler avec eux? Parce que c'est justement en travaillant avec les entreprises et en les faisant changer de voie qu'on arrivera à faire des solutions. Par exemple, Ben & Jerry, une entreprise légendaire, ça fait déjà 30 ans qu'ils ont développé ça. C'est une entreprise, leur livre, malheureusement non traduit en français, c'est comment faire un coup double, comment faire du fric et avoir un business dirigé par les valeurs. Eh bien, c'est possible. Un business dirigé par les valeurs, c'est-à-dire que tout ce qu'ils achètent, tous leurs produits, ils regardent le rôle social. Par exemple, ils ont fait une glace, la Rainforest Crunch, avec des noix de la forêt amazonienne. Au lieu de que ces arbres n'aient plus de valeur, vous voyez, les arbres ont une valeur maintenant sur pied. Donc, ça leur coûte, ils n'ont qu'1 $ de bénéfice par litre de glace. Une glace normale, ils font 3 $ de bénéfice. Mais ils s'en foutent. Parce qu'ils disent, voilà, c'est une entreprise éthique. Nous, on est une entreprise, du moment qu'on fait des bénéfices. Pourquoi on ferait 3 $? On s'en fout. Ça, c'est du post-capitalisme. C'est du capitalisme avec une dimension éthique. C'est l'économie de marché, mais c'est de dire, voilà, ce qui compte pour moi, c'est quel est mon impact social. Je dois gagner de l'argent comme je dois respirer. Une entreprise qui ne gagne pas d'argent, elle meurt comme un homme qui ne respire plus. Mais par contre, bon sang, faites attention à tous vos actes. Leur café vient du commerce équitable, d'une petite production. Leurs brownies viennent de gens qui sont d'une entreprise où il n'y a que des gens qui sortent de prison, etc., etc. Vous voyez, tous leurs actes d'achat. Donc ça, c'est possible. Ça existe depuis 30 ans. Et c'est ça qu'il faut pousser à développer. Et quand vous lisez le livre de Ben & Jerry, vous verrez, c'est extraordinaire comment il parle de l'entreprise qui doit travailler pour le bien commun. Voilà. Alors, Jean Stone nous a répondu, donc le salut viendra par les entreprises. Entre autres, attention, pas uniquement. Paul Ariès nous a dit par les classes populaires, Hervé Le Treut nous a dit par la science et l'innovation. Aurélien Berlanger? Je voulais à la limite dire que en soi-même, l'existence de la COP21, si on enlève l'urgence, c'est une très bonne nouvelle. Il y a 50 ans, l'humanité commençait, enfin les scientifiques commençaient à se retrouver autour du concept de l'inverse absolu du réchauffement climatique, qui était l'hiver nucléaire. On a commencé à avoir un mélange entre société civile, politique et société scientifique autour de cette question. Maintenant, le problème est inverse, mais il y a, malgré tout, si on enlève l'urgence naturelle, il y a quelque chose d'assez beau, même si c'est vain, de se dire que l'humanité, comme ça, se regarde et qu'on entend François Hollande, comme on entend Chirac il y a 15 ans, dire c'est important qu'on regarde en face ce qu'on est en train de faire. Et ça me fait penser à cette phrase amusante de Raimé Semprin, qui dit que la question n'est d'ores et déjà plus celle du monde qu'on va laisser à nos enfants, mais celle des enfants qu'on va laisser au monde. Et c'est très beau que de temps en temps, on se reconnecte comme ça et que l'humanité se regarde à intervalles réguliers elle-même. C'était dans quel film de René Semprin, ça? C'est dans un livre qui s'appelle L'administration du désastre. Jean-Marc Fédida? Non, pour filer l'image de l'Arche de Noé, le déluge, ça n'est pas le réchauffement climatique. Le déluge, c'est la confusion entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire lorsqu'il ne subsiste rien qui ne puisse être distinct ou distingué, si ce n'est ce que construit l'homme, c'est-à-dire cet espace dans lequel les espèces vont être préservées. Vous aurez noté que Noé est quand même un entrepreneur et vous aurez noté quand même que c'était un formidable agent de voyage. C'était une entreprise familiale. Oui, moi je voulais revenir sur les transformations qui commencent à apparaître au niveau de l'économie. Je pense que dans de plus en plus d'entreprises, l'idée, c'est de vendre une fonction qui serait vérifiable et non plus un objet matériel. Pour ne pas les citer, je prendrai Renault. Renault, pour eux, le modèle idéal qu'ils sont en train de mettre en route, et certaines choses sont en route depuis des décennies, c'est je ne vends pas l'objet voiture. J'en suis, moi, le fabricant, tout le temps responsable. Voilà. Mais il est utilisé par monsieur ou madame machin, etc. Le jour où monsieur ou madame machin n'en veut plus, moi, Renault, j'ai la charge de le récupérer. Et de m'occuper de la fin de vie de ce truc et de recycler tout ce qui est recyclable. Voilà. Et des entreprises comme ça se sont déjà donné des objectifs de recyclage qui sont considérables. Et aujourd'hui, bien sûr, j'ose pas parler de Michelin puisque j'en viens. Ils vendent pas des je prends un autre exemple. Ils vendent 100 000 km Michelin maintenant, vous voyez. Je prends un autre exemple. Mais aujourd'hui, déjà, dans une bagnole chez Renault, il y a 30% de matériaux recyclés. Donc, ces entreprises, elles se donnent des nouvelles règles. Elles inventent une économie un peu différente. Dite de la fonctionnalité ou circulaire. Oui, l'économie circulaire pour dire. Mais la fonctionnalité aussi. On ne vend que des fonctions.
Et vous parlez avec Saint-Gobain, il vous raconte des choses semblables. Donc, il y a un changement profond. Tous ces gens, ils sont intelligents, ils cogitent et ils proposent des nouvelles solutions. La seule chose, c'est tant qu'on reste dans le même système. Prenez depuis les années arrêtez 70. avec le système, on a progressé, le on a fait des progrès considérables en matière de motorisation. On a des voitures, effectivement, c'est pas de ça dont je beaucoup parlais, plus écologiques. Mais en réalité, on va 2 fois plus loin où on a une deuxième voiture. C'est-à-dire que tant que nous restons effectivement dans la même logique économique et anthropologique... Mais là, vous parlez des consommateurs à nouveau. Ah oui, mais je dirais les consommateurs, ils relèvent de logique dominante. Moi, je veux bien prendre les transports en commun, mais il faut qu'il y en ait assez. Il faut effectivement qu'ils soient de bonne qualité. Et si je suis une femme, il faut que je n'ai pas peur à partir de 20h. Et puis c'est mieux même encore s'ils sont gratuits. Parce que, effectivement, je dirais d'instaurer la gratuité des biens communs et des services publics, c'est sans doute la meilleure chose à faire si l'on veut réussir la transition écologique. Parce que ça va nous permettre d'apprendre à différencier les usages. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on paye son eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée? C'est un autre sujet. Donc et c'est il très est juste. évident que ce qui vaut pour l'eau doit valoir pour l'ensemble des biens communs. Je dirais, ce n'est que si on amorce cette transition que l'on va arriver effectivement... De quelle transition parlez-vous? Encore une fois, je n'ai pas bien compris de quoi vous parlez. Qui défende à la fois la justice écologique et sociale. tellement Vous, ce que vous oubliez dans votre univers, c'est tout simplement les 2 milliards d'humains qui aujourd'hui manquent de l'essentiel. Mais vous, ce que vous oubliez, c'est justement que les solutions ne peuvent pas venir uniquement de la base. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, il sera difficile de faire partir en vacances tous les deux ensemble. Mais en fait, la solution viendrait de là. La solution vient des ONG travaillant avec des entreprises, la main dans la main, pour faire de nouveaux modèles, non seulement non polluants, comme je l'ai dit, mais capables de restaurer la nature. Vous voyez, c'est ça le problème. Il ne faut pas avoir la mentalité, entre guillemets, agressive que vous avez contre les entreprises, parce que c'est d'eux que viendront les solutions avec vous. Vous êtes dans la solution si vous changez de mentalité. Ce qu'il faut changer, c'est votre logiciel. C'est un problème de logiciel. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Néo-marxisme, néo-écologisme, deep écologie, c'est les idées chrétiennes devenues folles. Voilà. C'est le logiciel qu'il faut changer. Jean-Marc Fénida. Non, j'ai rien à ajouter. Pour une fois, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que la seule réalité que nous avons aujourd'hui de progression en matière environnementale, ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs et ce sont les gens qui, c'est horrible, mais ce sont les gens qui ont compris que l'intérêt et leur intérêt pouvaient aller également à servir ce type de demande. Et même si c'est terrible, parce que ça va à l'encontre de système qui est envisagé, qui sans doute est préféré dans l'utopie ariésienne, c'est en tout cas la réalité. Et c'est comme ça que, à titre personnel, je pense que le progrès seul des entrepreneurs et le progrès raisonné, éthique, peut envisager de trouver une solution aux problèmes environnementaux que vous évoquez, qui sont très préoccupants, mais ce progrès, il doit être facilité et il ne doit pas être endigué par des contraintes de toute nature. Alors que, Paul Ariès, si j'ai bien compris, vous pensez qu'il faut rajouter des contraintes politiques fortes. Enfin, du moins, c'est aux politiques de rajouter des contraintes dans la fortes. Ariès. Les entreprises n'y suffiraient pas, puisque les consommateurs, au fond, en tout cas les plus riches, le problème détourneraient... des entreprises, même si elles ont effectivement de bonnes idées, c'est qu'elles sont prises dans une logique économique qui est celle du capitalisme. Et je dirais que la grande caractéristique... On revient au prix du CO2, par exemple, que vous ne voulez pas entendre. La grande caractéristique, c'est l'augmentation aujourd'hui du rendement par action. C'est-à-dire qu'on a une petite minorité qui a de plus en plus d'argent et l'immense majorité de la population qui effectivement s'enfonce. La COP21 réussira. Et alors faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi.